Alors, dites-moi, de tous les ponts, ils sont fascinants les ponts, on est d'accord, mais de tous les ponts, pourquoi celui-là? Parce que d'abord, c'est un pont qui a une structure particulière et qui a aussi une histoire qui est tout à fait spéciale. C'est un pont cantilever et c'est aussi le pont cantilever ayant la plus longue travée au monde. Attendez un petit peu, là. Le pont cantilever, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est son principe de construction. On sait que les deux losanges sont placés sur des appuis. Alors, il y a un bras d'ancrage vers le rivage, il y a un bras cantilever vers le centre, avec une travée centrale. Alors, comme le bras cantilever est plus long que le bras d'ancrage, il ne peut s'équilibrer parfaitement sur les piliers. Et en plus, bien, il y a une travée centrale qui pèse 5200 tonnes au centre. Donc, sur les rivages, il y a des piliers d'ancrage et il y a des pièces de métal qui vont entrer à l'intérieur des piliers d'ancrage pour venir faire contrepoids au surplus de poids qu'on retrouve au centre du pont. OK. Là, vous me parlez comme un ingénieur, là, mais pourtant, vous n'êtes pas ingénieur. Là. Vous avez fait carrière dans le domaine de l'éducation, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, j'ai été directeur d'école, moi, pendant 30 ans, mais c'est un intérêt personnel que j'ai développé. Qui remonte à votre enfance? Ou? Absolument. Moi, je suis natif de Saint-Romuald et de chez moi, on voyait bien le pont de Québec, qui me fascinait déjà à cette époque-là. Il y avait aussi chez mes parents, dans la salle à dîner, une grande photo du pont quand il est tombé la première fois. Alors, quand il venait des gens à la maison, souvent, on s'intéressait à cette photo. On parlait du pont, des catastrophes, des légendes. Oui. Alors, c'est ce qui a piqué ma curiosité. Et un bon jour, j'ai décidé d'entreprendre des recherches. OK. J'ai fouillé dans les vieux journaux, j'ai sorti à peu près tout ce qui s'était écrit comme article. Je suis allé aux Archives nationales et c'était pas du tout dans le but d'écrire des livres ou de donner des conférences, c'était un intérêt personnel. Pour comprendre aussi ce qui s'était passé. Absolument. Parce que cette photo-là, avec laquelle vous avez grandi, était pas mal troublante. On parle d'un effondrement au début du siècle. Oui, de 1907. Alors, on sait très bien que le pont, on a commencé les travaux en 1900 avec le début du siècle, sauf qu'on a construit d'abord des piliers. Et bon, les gens qui travaillaient à l'intérieur des caissons, parce que pour construire les piliers, il a fallu faire l'excavation du sol sous la surface de l'eau. Oui. Et là, on utilisait des caissons qui sont des grosses boîtes en bois qui n'ont pas de fond. Et on descendait les caissons, et plus on descendait, parce qu'on injectait de l'air comprimé pour évacuer l'eau. OK. Les gens travaillaient dans les caissons. Dans des grosses boîtes. Dans des grosses boîtes. Pas de fond. Et bon, le corps humain, évidemment, il n'est pas fait pour vivre avec une pression d'air aussi forte. Et plus on descendait, moins on pouvait y demeurer longtemps. Et j'ai retrouvé un document dans mes recherches, moi, qui a été écrit par M. Octave Ouellette, qui a travaillé pendant 72 jours dans les caissons. Et il racontait, il dit, lorsqu'on en ressort, après 1 heure de travail, on saigne des yeux, du nez, des oreilles. Ouais. Lorsqu'on rencontre une grosse roche, il faut la dynamiter. Et comme on est prisonnier du caisson... Ils peuvent pas se sauver, là, ils doivent rester là. Absolument. Alors, au moment où l'explosion se produit, il y a des éclats de pierre. On essaie de se protéger tant bien que mal, mais malgré ça, il y en a plusieurs qui ont été atteints, qui sont décédés, qui sont morts dans le caisson. Il y a des centaines d'hommes qui ont travaillé à cette époque-là. Ouais. Et c'était un travail à haut risque. Alors ça a été au niveau de la sous-structure. Ouais. Et ensuite, à partir de 1905, on a construit la partie en métal du pont. Et là, on a débuté par Quand vous dites « on », là, c'est l'hébreu, « on », c'est qui? Est-ce que c'était des Américains qui conduisaient ce pont? Est-ce que c'est des Canadiens? Qui s'occupait de la Il y construction? avait 3 catégories de personnes. Bon, il y avait des gens locaux, des Canadiens. Il y avait également des Américains, parce que la compagnie, c'était la compagnie Phoenix, qui provenait de Phoenixville, en Pennsylvanie. D'accord. Et il y avait aussi beaucoup d'Amérindiens, des Mohawks de Kanawaki. Et, Parce qu'ils sont capables d'aller dans les hauteurs sans souffrir. Il y a plusieurs explications, mais c'en est une, je pense, qui est Mm-hmm. importante, parce qu'ils étaient aussi devenus des spécialistes pour ce genre de construction. D'accord. Alors, il y avait déjà acquis de l'expérience sur d'autres ponts ailleurs. Mais aussi, il y a la question du vertige qu'ils n'ont pas, semble-t-il. Oui. Alors, en 1907, le 29 août, il restait à peu près une vingtaine de minutes à faire avant de terminer la journée de travail. On terminait à 6 heures. On a entendu un craquement épouvantable et tout ce qui avait été construit du pont s'est écroulé comme un château de cartes. Aïe, aïe. Il y avait une centaine de personnes, d'ouvriers sur la structure. Il y en a 76 qui sont morts. Il y en a une cinquantaine qui sont morts écrasés sur l'amoncellement des blocs de fer ou d'autres qui se sont noyés dans le Saint-Laurent. Quelle mort horrible. On disait sur les journaux, pour en déloger quelques-uns, il faut leur couper un bras ou une jambe. Ouais. Et quand le pont s'est écoulé, la marée était basse. Mais dans les heures qui ont suivi, l'eau s'est mise à monter. Et là, il y en a plusieurs qui étaient pris dans l'acier et qui sont morts noyés littéralement. Ouais, c'est atroce, c'est atroce. Et là, on a fait une enquête, puis on a déterminé qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de ça. Absolument. Alors, il faut dire qu'au départ, le plan du pont de Québec
l'importance d'un pont se mesure non pas par sa longueur totale, mais plutôt par l'espace qu'il dégage entre ses piliers principaux. Oui. Le plan original du pont devait mesurer 1600 pieds entre les piliers. L'ingénieur Theodore Cooper, qu'on avait engagé, voulait faire du pont de Québec le pont ayant la plus longue travée en battant la marque du Firth of Forth Bridge, un pont qui existe encore en Écosse aujourd'hui et qui, à l'époque, était le plus long cantilever. Alors, Cooper a modifié le plan du pont. Il a dit le pont n'aura pas 1600, mais plutôt 1800 pieds. Oui. Ce n'était pas une mauvaise décision s'il avait accepté de refaire ses calculs, ce qu'il s'est refusé à faire au moins à 3 reprises. Oui. Alors, pendant la construction, on a décelé des problèmes qui se généralisaient. Il y avait des pièces qui crochissaient. Alors, même, il y a certaines journées où les ouvriers refusaient de se rendre au travail par crainte pour leur vie. Mais lui, son ambition était plus grande que Absolument. la responsabilité à Et l'époque. c'est le 28 août qu'on s'est aperçu là, que c'était vraiment très dangereux. L'ingénieur sur place, parce que Cooper dirigeait les travaux de son bureau de New York. Sa dernière visite à Québec remonte en 1903. Il n'a jamais vu le pont érigé. C'est scandaleux. Alors, il avait engagé un jeune ingénieur inexpérimenté qui s'est rendu le rencontrer à New York et pour la première fois, ils ont réalisé la gravité de la situation. Il a envoyé un télégramme pour dire d'arrêter les travaux, mais il était trop tard. Et à 5h37, à peu près 20 minutes avant la fin de la journée, c'est là qu'on a entendu le craquement et tout s'est effondré. Bon, là, on va monter un petit peu dans le temps parce qu'il y en a eu un autre écroulement plus tard. C'est incroyable l'histoire de ce pont-là. Quand on lit vos livres, une dizaine d'années plus tard, bang, il s'écroule encore. C'est ça. Alors, la deuxième catastrophe est survenue le 11 septembre 1907. On avait commencé à construire un deuxième pont avec le même principe, mais un plan tout à fait différent. Et celui-là était conçu en fonction d'une ouverture de 1800 pieds. Oui. On a même doublé la quantité d'acier. On voulait que ce soit un pont solide. Okay. Alors, on est parti, on a construit les 2 losanges de chaque côté. La travée centrale a été construite sur le bord du fleuve à Sillery. Et le 11 septembre 1916, on a placé la travée sur des pontons flottants. Et là, on a transporté la travée jusqu'au pont, où on l'a soulevé avec des criques hydrauliques. On avait 150 pieds à franchir. Et à la 4e montée, on a entendu encore un craquement et la travée centrale s'est engouffrée sous 150 pieds d'eau. Elle est d'ailleurs toujours au fond du fleuve. Parfois, quand l'eau est basse, on peut... Non, ce n'est pas la travée centrale. Ce qu'on voit, ce sont des pièces de la première catastrophe. Ah oui, qui sont toujours là. Qui sont toujours visibles sur le rivage. Bon, mais là, c'est pas tout. On l'a terminé ensuite, ce pont, puis on a même fait passer un chemin de fer dessus. Ils devaient avoir peur, les gens qui étaient là-dessus. Exactement. Alors, le 3 décembre 1917, on a assisté au passage du premier train régulier et la compagnie de chemin de fer transcontinental avait voulu faire l'honneur à ses employés les plus anciens d'être à bord du train inaugural. Il semble que les plus anciens ont refusé l'invitation et ceux qui ont accepté d'y prendre part ont même reçu une médaille de bravoure pour leur courage. Je comprends, mais à partir de ce moment-là, le pont était sécuritaire, là. Le pont était sécuritaire, quoique la vérification de la solidité a été faite l'année suivante, le 21 août 1918. Oui, oui. On a amené 4 trains chargés d'acier sur la partie libre entre les piliers principaux. Et ces trains-là sont demeurés immobiles pendant 2 heures et quart de temps. Et comme le pont a subi avec succès son test, le soir même, le gouvernement fédéral en prenait possession de la compagnie St. Lawrence qui l'avait construit. OK. Et puis après ça, les voitures sont arrivées, se sont mis à rouler. Oui. Lorsque le plan du pont a été approuvé en 1910, j'ai vérifié aux archives et je me suis rendu compte que dans toute la province de Québec, il y avait 786 véhicules moteurs qui étaient enregistrés. Et en 1929, on était rendu à 169 105 véhicules. C'est assez précis. Alors là, ça nécessitait quand même une voie carrossable qu'on a placée entre les 2 voies ferrées. Oui. 2 autos pouvaient se rencontrer, mais dès que survenait un camion ou un autobus, ça ne passait plus. Donc, il y avait un système de signaleurs qui se communiquait par téléphone. On arrêtait la circulation dans un sens pour permettre aux véhicules plus larges de passer. Et ensuite, on pouvait reprendre dans les 2 sens. Et en plus, il fallait payer. C'était très dispendieux. C'était payant à l'époque. Ah oui, elle est sur le pont. C'était très dispendieux pour passer en auto sur le pont.